10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews. Nicolas Barré, Yohann Usaï, Michaël Darmon. Olivier Faure, bonjour. Bonjour Michaël Darmon. Comment s'allier tout en s'affirmant? Comment reconstruire sans effacer? Ces deux questions se posent aujourd'hui au Parti socialiste, mais par-delà également à la majorité présidentielle qui devra faire des choix pendant les élections régionales du 20 et 27 juin. Avec le déconfinement, tout le monde veut retrouver la liberté de mouvement, c'est vital, c'est normal. Pourtant, le monde d'après qui émerge n'est pas seulement celui du vélo et du retour à la nature, c'est aussi celui des violences, du terrorisme et de l'affaiblissement de l'autorité de l'État. 40 ans après l'élection de François Mitterrand, l'union de la gauche, on le voit, reste plus que jamais un combat. Une nouvelle réunion est prévue demain, on va en parler. Les idées d'abord, vous direz, mais on voit déjà les candidats qui défilent. Alors ce matin, vous allez répondre à ceux qui craignent que la machine à perdre soit déjà en marche à gauche. Ce sera avec bien sûr Nicolas Barré des Échos, que je salue, Yohann Usaï de CNews, qui ouvre cette émission. Oui, on va d'abord écouter le président de la République, Olivier Faure, bonjour, Bonjour. qui s'exprimait vendredi à Nevers concernant la sortie de crise sanitaire. Écoutez. Je pense que la priorité de la nation, là, c'est d'essayer de retrouver progressivement une vie normale, de nous protéger avec le vaccin, de retrouver nos équilibres de vie pour nous et nos proches, et d'essayer collectivement d'avoir le maximum de bienveillance. Mais c'est vrai que ces périodes, et on le sait historiquement, sont toujours des périodes de très forte tension. Olivier Faure, est-ce que vous êtes d'accord ce matin pour dire qu'Emmanuel Macron est en train de réussir le déconfinement? On commence à peine. Ce que je sais, c'est que nous sommes tous très heureux de ce déconfinement et retrouver les terrasses, retrouver les cinémas, retrouver les théâtres, retrouver en fait ce qui donne du sel à la vie. Simplement pouvoir à nouveau vivre ensemble, c'est une excellente nouvelle, mais combien d'efforts ont été nécessaires pour y parvenir. Et donc, il faut maintenant faire attention aussi à ne pas non plus céder à une forme d'euphorie, parce que le déconfinement, il y a une forme de trompe-l'œil aussi. Il y a le déconfinement physique, on est heureux de pouvoir à nouveau se balader, pouvoir être à nouveau à plus de 10 km de chez soi. Mais il y a aussi des tensions qui préexistaient au confinement, cette longue période d'1 an pendant laquelle on était confinés, déconfinés, et qui peuvent revenir comme elles s'étaient arrêtées. Alors, je pense à toutes ces tensions qui sont nées des mesures que le gouvernement voulait prendre. Rappelez-vous, avant le mois de mars de l'an passé, le mois de mars 2020, il y avait un débat sur les retraites. Oui, mais là, vous ne voulez pas dire que la stratégie du gouvernement, elle est payante quand même pour l'instant. Mais vous me posez une question sur est-ce que tout va bien se passer ? Sur le sanitaire, ça fonctionne sur le sanitaire. Est-ce qu'il faut accélérer le rythme, par exemple, du déconfinement? Est-ce qu'il faut faire en sorte que les commerces les restaurants puissent ouvrir avec une jauge plus élargie, que la vie de la nuit puisse reprendre? Il y a encore beaucoup de demandes. Est-ce qu'il faut, vu la décrue de la pandémie, est-ce qu'il faut accélérer? Depuis le départ, j'ai toujours cherché à avoir une attitude prudente. Y compris au mois de janvier, quand le président a fait son pari, moi je considérais qu'il y avait un risque à faire des paris sur la santé des Français. Et donc aujourd'hui encore, je pense qu'il faut évidemment se féliciter des premiers déconfinements, mais ne pas non plus se mettre à imaginer que nous serions complètement revenus à la normale. Ça n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a le risque des variants, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas vaccinés, que nous avons encore beaucoup de gens qui sont vulnérables, et que nous ne pouvons pas prendre de risques insensés. Nous avions pensé que, l'an passé, à la même époque, beaucoup pensaient que c'était fini, qu'on ne reverrait pas de deuxième vague, et surtout pas de troisième vague. Eh bien, si on veut éviter une 4e vague, il faut rester prudent. Alors à ce propos, Nicolas Barré. On voit d'ailleurs effectivement que la menace est toujours là, puisqu'à Bordeaux, on a découvert un cluster avec l'apparition d'un variant très rare, qui est un variant britannique. Les autorités sanitaires, c'est-à-dire, ont réagi très très vite en lançant une campagne locale de vaccination d'urgence. C'est la bonne méthode, cette réactivité? Absolument. Absolument. Je ne vais pas vous dire le contraire. En fait, à chaque fois que l'on identifie un variant qui est spécifique, la meilleure façon, c'est d'arriver à isoler le cluster, faire en sorte qu'il n'y ait pas une diffusion qui soit après impossible à gérer. C'était d'ailleurs le risque avec le variant britannique, qui était un variant beaucoup plus contagieux, et donc on a vu les ravages qu'il a pu faire dans un certain nombre de pays, dont le nôtre. Et donc comment faut-il, dans ces cas-là, s'y prendre? Au moment où les choses sont identifiées, avant même qu'il n'y ait une diffusion, mais il faut prendre les mesures drastiques. Donc ça fonctionne bien.
Ben ça, en l'occurrence, je me félicite de la façon dont ça s'est passé, oui. Alors que justement, il y avait une critique sur la gestion lente, les difficultés, la réactivité. Vous trouvez qu'entre deux vagues, comme le disent d'ailleurs certains spécialistes scientifiques, la France a beaucoup appris, le gouvernement s'est affûté dans la réaction et la manière dont les choses avancent? Mais heureusement qu'on apprend, parce que, en fait, rappelez-vous, sur les masques, sur les tests, sur les vaccins, ça avait mal commencé. Et puis après, parce que les collectivités locales sont venues en soutien, parce qu'il y a eu tout simplement le corps médical, les Françaises et les Français eux-mêmes qui s'y sont mis, et on a obtenu en fait des résultats qui sont des résultats importants et qui font qu'aujourd'hui on peut à nouveau espérer à aucun moment, un changement. À aucun moment vous ne parlez d'Emmanuel Macron. Donc selon vous, si on en est là aujourd'hui, ça n'est absolument pas ni grâce ni à cause de lui. Parce que vous parlez des Français, etc., mais vous ne parlez pas du président. Emmanuel Macron a sa part de responsabilité, mais je dois quand même vous dire, et c'est quand même à l'épreuve des faits, que sur les masques, rappelez-vous quand même de ce gouvernement qui nous expliquait que ça ne servait à rien. Loin, ça fait plus d'1 an. Mais attendez, vous me posez une question, est-ce qu'il y a une responsabilité de la part des uns et des autres? Oui, il y en a une, mais moi je vous dis, sur les masques, ça n'a pas été au départ bien géré, puis après ça a été bien géré. Évidemment, aujourd'hui nous avons tous des masques. Est-ce que sur les tests c'était bien géré? Le point de départ, c'est que c'était l'embolie et qu'il n'y avait pas suffisamment de tests. Ça c'est vrai ou pas? Et là sur la vaccination, on vaccine 500 000 personnes par jour. Ça a commencé, mais rappelez-vous, la vaccination ça a commencé par la volonté de vacciner, mais au goutte à goutte. On se félicitait d'avoir Morissette vacciné et puis quelques dizaines de personnes âgées en 15 et jours. Lenteur assumée, effectivement, à l'époque. Lenteur assumée, effectivement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous avez eu, en fait, le corps social qui a réagi, qui a demandé, avec des collectivités locales qui ont demandé à créer des vaccinodromes. Vous vous rendez compte que dans ma propre commune, à Savigny-le-Temple, il a fallu plusieurs mois pour obtenir l'ouverture d'un vaccinodrome. Et aujourd'hui, il fonctionne à plein. Bon, ben voilà, je vous dis, effectivement, le gouvernement aujourd'hui réagit mieux qu'il ne réagissait, mais ne me faites pas dire, ne faites pas dire non plus qu'il a tout anticipé, qu'il a tout vu, etc. Ça n'est pas vrai. C'est la montée en charge, effectivement. Il y a maintenant un gouvernement qui a appris de ses erreurs et je m'en félicite parce que je ne suis pas là non plus pour lui tailler des croupières. Sur un sujet comme celui-là, le sujet sanitaire, depuis 1 an, j'ai toujours eu la même attitude. J'ai toujours souhaité que nous puissions arriver à une forme de solidarité nationale, non pas pour aller excuser ou accabler, mais simplement pour faire en sorte que ça fonctionne Olivier Faure, pour les Français. Vous faites la transition, vous parlez justement de solidarité nationale. Le président de la République a choisi ce moment donc, du déconfinement pour annoncer également la création d'un statut d'hommage particulier dédié aux morts au service de la République concernant les soignants qui sont morts alors qu'ils étaient en train de lutter contre le Covid. C'est une bonne décision pour vous ? C'était une décision juste parce que il est normal, légitime de reconnaître en fait celles et ceux qui ont payé de leur vie le service à la nation. Et on ne sert pas la nation uniquement les armes à la main, on les sert aussi parfois avec une blouse blanche. Maintenant, le mieux encore, c'est de faire en sorte que ces morts-là n'interviennent pas, parce que ce sont des morts évitables. C'est un peu le début de la reconquête. C'est l'opération bâton de pèlerin du président qui recommence. Je vais partir à la rencontre du pays, je vais renouer une relation avec peut-être cette deuxième ligne, ces derniers de cordée avec lesquels il a eu un dialogue difficile depuis le début de son mandat. C'est aussi comme ça que vous le comprenez? J'espère que ce n'est pas simplement la volonté de partir en campagne. On a tous compris que nous étions à 1 an de l'élection présidentielle et que ça allait vraisemblablement créer des comportements nouveaux. Mais j'espère que ce n'est pas dans cette intention-là qu'il le fait, et que j'espère qu'il le fait uniquement avec l'idée simple et encore une fois légitime de reconnaître les immenses mérites de celles et ceux qui ont payé de leur vie leur service de la nation. Yohann Usaï. Alors on l'a dit, la clé c'est la vaccination, et puis il y a le pass sanitaire aussi qui peut nous permettre de retrouver une vie à peu près normale et qui va permettre de partir en voyage surtout. Est-ce que dans ce cadre-là, selon vous, il faut autoriser la vaccination des enfants ? Moi, je suis plutôt, quand il faut se situer entre les anti-vaccins et les pro-vaccins, je suis plutôt un pro-vaccin. Je ne souhaite pas qu'il soit obligatoire. Plutôt seulement ? Comment ? Plutôt pro-vaccin seulement ou moi, ou personnellement, je suis franchement pro-vaccin. Ah. Maintenant, je ne veux pas non plus imposer en fait une vaccination. Le choix qui a été fait et que j'ai approuvé, c'était de dire que se vaccinent celles et ceux qui le souhaitent. Vous feriez vacciner vos enfants ? Moi, je ferai vacciner mes enfants parce que je pense que nous avons besoin, pour atteindre l'immunité collective, de vacciner le plus grand nombre. Et je pense aussi, enseigné par 1 an de crise sanitaire,
que tant que le virus circule, il y a des risques de mutation. Et donc, la seule façon d'éteindre le risque Covid, eh bien, c'est de faire en sorte que le virus ne circule plus. Et pour qu'il ne circule plus, eh bien, il faut qu'il n'y ait plus de malades. Et donc, il faut qu'il y ait une vaccination massive. Et donc, ce matin encore, comme je l'ai fait depuis le début, j'encourage celles et ceux qui doutent de la vaccination et de l'intérêt de la vaccination, je les invite à le faire. Olivier Faure, effectivement, il y a toujours beaucoup de débats, comme on les aime en France, mais après, c'est aussi le pragmatisme qui prévaut. Regardez, les jeunes ont compris que pour voyager, sortir et aller s'amuser, il fallait être vacciné. Ils ont changé d'avis. Pour pouvoir se déplacer cet été, les familles devront être vaccinées. Donc, quelque part, c'est plus pragmatisme qui va l'emporter. Oui, c'est la raison pour laquelle je n'avais pas compris le point de départ du gouvernement, parce qu'il me disait, mais les Français sont rétifs. Mais c'était l'inverse qu'il fallait faire, il fallait commencer par ceux qui ont justement envie d'être vaccinés pour pouvoir entraîner les autres, parce qu'on sait bien qu'il y a des gens qui ont des doutes, qui se demandent si c'est dangereux, pas dangereux, etc. Quand vous avez des millions de gens qui ont été vaccinés avant vous, en général, la peur disparaît. Et donc, aujourd'hui, la peur disparaît, et encore une fois, je le répète avec force à votre micro, j'invite celles et ceux qui ne sont pas encore vaccinés à prendre rendez-vous, parce que notre sécurité collective sera garantie à la condition que le virus ne circule plus et qu'il n'y a plus de mutation possible de ce virus. Eh bien, c'est l'appel à la vaccination générale d'Olivier Faure. On se retrouve dans quelques instants. Le grand rendez-vous européen Avec les Échos et CNews. Le goût. Le primeur de Grand Frais et ses producteurs partenaires ne pensent qu'à ça. Comme Thierry Boyer, producteur partenaire en Provence. Nos légumes, c'est des denrées périssables. Si vous les mangez au bout de 5-6 jours, ils n'auront pas la même fraîcheur. Et un légume qui n'est pas frais, il n'a pas du tout le même goût. Là, on approvisionne tous les jours et le lendemain, c'est dans les magasins. Tout le monde est gagnant dans l'affaire. Nous, parce que nos produits sont frais, sont beaux, c'est valorisant pour nous. Le primeur de Grand Frais, il a de très beaux produits sur les étalages et le consommateur, il mange du frais. Pour nous, le goût est une émotion. Et comme il n'y a pas de goût sans fraîcheur, les fruits et légumes de nos producteurs partenaires sont livrés en magasin tous les jours. Retrouvez-nous sur grandfrais.com. Pierre, quelle est votre idée du bonheur ? Moi, j'aime les petits bonheurs tout simples. Prendre un bain de lumière dans ma véranda Rénoval avant de partir au théâtre, c'est divin. Encore plus d'espace, plus de lumière ? Choisissez Rénoval, la référence des vérandas sur mesure. Et la TVA est offerte. Conditions en magasin. Rénoval. Véranda, pergola, abri de piscine. Carrefour. Pour vous permettre de manger de bons produits frais tous les jours, Carrefour Market et leur drive vous proposent des produits frais à prix imbattable. Parce que c'est important pour vous. On s'engage à ce que vous ne trouviez pas moins cher ailleurs. Par exemple, jusqu'à ce soir, les tomates anciennes origine France sont au prix imbattable de 1,99€ le kilo. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 2 fois la différence. C'est ça, un prix imbattable. Carrefour. Allongé-Cœur, Côtelets Noirs, Marmande, catégorie 2, modalité sur carrefour.fr. Philippe Poupon, vous savez, c'est un grand navigateur. Et dans la vie, il a besoin d'aide auditive. Jusqu'à présent, il n'en avait qu'une seule paire, ce qui n'est pas très prudent en cas de problème. Alors pour lui, comme pour tout le monde, j'offre une deuxième paire d'aides auditives pour 1€ de plus. Et ça, c'est quelle que soit la première paire. Chin Chin Audio, pour l'achat d'une paire d'appareils auditifs, bénéficiez d'une deuxième paire pour 1€ de plus. Rendez-vous sur alainflelou-acousticien.fr. Valable jusqu'au 31 août 2021, voire conditions en magasin, dispositif public LCE. Lire attentivement la notice, demandez conseil à votre audioprothésiste. Écoutez ce son. Ce son, c'est celui d'un soin de lavage Total Wash qui redonne tout son éclat à votre auto. Un son que vous pouvez venir écouter rapidement. Et oui, rapidement, car il y a toujours un centre de lavage Total Wash près de chez vous. Avec l'application Total Wash, trouvez la station la plus proche et achetez votre lavage depuis votre mobile. Voir détails sur totalwash.fr. Leclerc. 120 dosettes de café. Ouais, ça fait des jours qu'on est à sec à la maison. Bah pourquoi ? J'attendais d'être entre le 18 et 29 mai. Entre le 18 et le 29 mai ? Oui, du 18 au 29 mai. Pour l'achat d'un paquet de dosettes de café Senseo de 416 grammes, le deuxième à 68% de réduction immédiate. Ah, ok. T'es une maline, toi. Hein. Grave. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalité, magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter. L'air intérieur que nous respirons peut être jusqu'à 5 fois plus pollué que l'air extérieur. Conseil pour un air intérieur plus propre, tout à l'heure avec les purificateurs d'air Dyson. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Yohann Usaï, Michael Darmon. Et l'on retrouve Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste. On retrouve également le président de la République qui vendredi était à Nevers, s'est exprimé sur un autre sujet.
brûlant, celui de l'immigration. On écoute, on regarde. On a des devoirs avant d'avoir des droits. Et quand on respecte les règles, on peut avoir des droits, sinon on s'en sort jamais. Il y a des devoirs et des droits. Mais nous sommes, vous savez, un pays généreux quand je regarde le modèle français. On accueille notre part des combattants et des combattantes de la liberté, de celles et ceux qu'on peut accueillir, mais on ne peut pas prendre tout le monde, c'est pas possible. Alors Olivier Faure, ça rappelle un peu cette phrase de Michel Rocard, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit y prendre sa part. Vous avez été dans votre jeunesse chez les jeunes rocardiens. Est-ce que vous êtes sur cette ligne, on ne peut pas accueillir tout le monde ? On est loin d'accueillir tout le monde. On est loin de faire ce que l'on devrait. Je parle des Européens qui sont face à une tragédie, qui doivent aujourd'hui prendre aussi leur part. Et bien sûr que nous ne pourrons pas accueillir tout le monde. Qui le pense ? Mais quand je vois les images aujourd'hui de ces femmes, de ces enfants qui traversent la Méditerranée au péril de leur vie, je ne pense pas qu'on puisse les considérer comme simplement des profiteurs. J'entends trop de gens laisser penser que ce serait pour venir toucher des allocations, pour venir crapiller. Mais ils fuient la guerre, ils fuient la misère, ils fuient la faim. Et que feriez-vous, vous, Nicolas Barré, si votre famille était aujourd'hui prise au cœur d'un conflit meurtrier, si vous n'aviez plus de quoi leur donner à manger, etc. Donc, il y a une parole d'humanité aussi à avoir en direction de ces migrants. Ce que vous dites ce matin, c'est que selon vous, la France n'accueille pas suffisamment. Ce que je dis, c'est par exemple que quand à plusieurs reprises, la France a refusé d'accueillir l'Aquarius, oui, j'ai été triste et j'ai eu honte. Et donc la France n'accueille pas suffisamment. Mais on ne peut pas. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est avoir une réponse qui soit une réponse européenne. Vous ne pouvez pas vous ne le dites pas clairement concernant la France. Je vais vous répondre très clairement. Je vous dis qu'il faut qu'il y ait aujourd'hui une responsabilité européenne partagée. Vous ne pouvez pas faire reposer uniquement sur les pays du Sud, sur la Grèce, sur l'Espagne, notamment sur ces deux pays ou sur Malte, l'ensemble de l'accueil. Vous ne pouvez pas considérer que ça se passe correctement. Alors, il faut que chacun prenne sa part de l'effort général. Alors, on a bien entendu et ensuite faire en sorte que dans ces pays, qui sont les pays d'origine, eh bien, on ait aussi les capacités à faire en sorte que les gens puissent avoir envie de rester chez eux. Je vais vous prendre un exemple simple, le mien. Vous pensez que je suis eurasien. Vous pensez vraiment que les gens qui un jour quittent leur pays le font simplement parce qu'ils ont vu à l'autre bout du monde la lumière? Non, ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix. Et donc, il faut qu'à un moment donné, on le comprenne et que si on veut stabiliser les mouvements migratoires, eh bien, ça suppose une chose, c'est de faire en sorte que dans les pays d'origine, il y ait aussi la capacité à les maintenir. Olivier Faure, c'est important. On a entendu vos propos effectivement généraux. En même temps, qu'est-ce que l'on voit? On voit effectivement que la communauté européenne n'arrive pas à mettre un plan efficace pour pouvoir justement, comme vous dites, contenir des flux migratoires. L'Italie demande une aide d'urgence. L'Espagne a subi, on l'a vu, une vague de migrants dirigés politiquement, comme on le comprend. Le commissaire grec, lui, dit qu'il va falloir protéger nos frontières si on veut protéger notre mode de vie européen. Tout simplement, est-ce qu'il n'y a pas, je dirais, dans ce que vous dites aussi, une forme d'angélisme? On a entendu le président de la République, il a dit les devoirs d'abord, avant les droits. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Et est-ce que ça signifie de sa part une inflexion? Nous avons des devoirs les uns vis-à-vis des autres. Le devoir des gens qui rentrent, c'est de respecter nos règles. Le devoir que la France a, que l'Europe a vis-à-vis du monde, c'est aussi de mieux partager les richesses. Parce que vous ne pouvez pas avoir... je ne sais pas, j'ai l'impression d'être dans une forme de la palissade. Mais en fait, comment expliquez-vous aujourd'hui ces grands mouvements migratoires? Comment vous les expliquez? Si ce n'est par ce que je viens de dire juste avant. C'est par la misère, par les inégalités qui progressent, par la désertification. Donc si ces combats-là ne sont pas menés... Il y a des personnes qui sont arrivées sur le territoire français de manière parfois illégale, qui ne proviennent pas de pays où il y a des problèmes justement politiques. Et ils n'ont pas été expulsés. Et ils ont même parfois été sur la sellette de l'actualité. Moi, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut... je ne suis pas un no-border. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a plus de frontières. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faudrait désormais faire rentrer toutes celles et ceux qui souhaitent rentrer en France. Je vous dis simplement qu'il faut aussi que, dans le discours que nous tenons, nous ayons un discours qui soit à la fois un discours d'humanité
et aussi un discours de Mais fermeté. c'est Olivier Faure qui parle ou c'est le Parti Socialiste là ? C'est la position de votre parti ? Vous avez validé ça ? Totalement conforme à ce que pensent les socialistes, c'est-à-dire que nous pensons toutes et tous que nous ne pouvons pas considérer aujourd'hui que les gens qui traversent la Méditerranée sont des gens qui le font uniquement par plaisir. Et donc, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, on ne peut pas accueillir tout le monde. Il y a des gens qui doivent être évidemment expulsés, mais ça suppose aussi qu'on prenne notre part du fardeau. Et ça suppose aussi qu'on ait une meilleure collaboration avec les pays d'origine, faire en sorte que les gens qui aujourd'hui, au risque de leur vie, traversent la Méditerranée, ne le fassent pas parce que tout simplement, ils peuvent vivre chez eux. Et comment vous qualifiez l'attitude du gouvernement et du président de la République depuis le début de son mandat sur cette affaire d'immigration ? La mesure est prise, les bonnes décisions sont formulées. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que, je me souviens d'Emmanuel Macron, candidat, qui félicitait Angela Merkel parce qu'elle avait en fait été l'honneur de l'Europe, disait-il, au moment de la guerre en Syrie. Eh bien, je souhaite que nous puissions les uns et les autres conserver notre honneur. Voilà. Et quand il se réclame finalement, sans le dire, mais subliminal d'un Michel Rocard dont il se disait proche, ça vous fait quoi, vous, le Rocardien ? Mais je ne pense pas que on puisse citer à chaque fois Michel Rocard à une autre époque, dans d'autres conditions, etc. Je pense que, surtout, Michel Rocard avait bien précisé les choses. C'était pas la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, c'est une évidence, mais il disait, mais elle doit prendre toute sa part. Eh bien, cette formule-là n'a pas vieilli. Nous devons, toutes et tous, prendre notre part, et il faut que les Européens, qui sont un continent riche, arrêtent de considérer que cette question est uniquement une question de barbelés. C'est une question aussi de rapport de coopération, de réduction des inégalités mondiales, parce que si nous ne le faisons pas, nous n'y arriverons pas. Je prends l'exemple, puisqu'on était sur le vaccin juste avant. La question vaccinale, c'est pas une question uniquement française, c'est pas une question uniquement européenne, c'est une question mondiale. Cette solidarité, on la doit. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand on aide les autres, on s'aide soi. Si vous aidez les pays qui sont aujourd'hui les pays en difficulté, eh bien vous les aidez aussi à éviter les vagues migratoires. Autre question régalienne importante, Nicolas Barré. Alors, Olivier Faure, vous avez créé un certain malaise à gauche avec des déclarations sur lesquelles vous êtes revenu depuis, sur les relations police-justice. Vous aviez dit que la police devait avoir un droit de regard sur le suivi des peines judiciaires, qu'il faudrait qu'il y ait en gros des échanges entre les juges et les policiers. Est-ce que malgré tout vous maintenez cette idée qu'il doit y avoir ces échanges, et pourquoi c'est un problème à gauche de dire ça ? D'abord, effectivement, j'ai eu une phrase malheureuse. J'étais devant l'Assemblée et à la volée, j'ai répondu et j'ai eu une phrase qui a créé une confusion. L'évidence, c'est que je suis pour un principe qui est intangible, sur lequel personne ne doit pouvoir revenir parce qu'il est un des piliers de notre démocratie. La séparation des pouvoirs. Et donc, il n'y a, pour moi, et vous l'imaginez bien, qui de bonne foi peut penser que je sois pour un État policier, que je souhaite une tutelle de la police sur la justice? Évidemment, non. D'accord. Voilà. Donc, qu'est-ce que je souhaite? Je souhaite qu'on n'oppose plus police et justice. Je l'avais dit la veille à l'Assemblée, je l'ai redit le lendemain. Je souhaite qu'on puisse avoir tout simplement, qu'il y ait une fluidité que nous ne connaissons plus aujourd'hui entre ces deux institutions qui sont forcément très interdépendantes. Pourquoi ça pose problème à gauche de dire ça? C'est pas un problème, je le dis. Mais si vous avez commis cette erreur précisément, c'est que quelque part vous êtes impuissant, vous n'avez pas fait de proposition. L'impression que ça donne finalement, c'est que vous n'êtes pas maître de l'agenda, donc vous êtes obligé de courir derrière ceux qui font cet agenda, et précisément la droite et le Rassemblement national. Mais je ne sais pas, en fait, qu'est-ce que la droite fait comme proposition? Qu'est-ce que le Front National fait comme proposition? On a entendu plusieurs propositions, mais ce que l'on comprend... Ils vous répètent ce qu'ils vous répètent depuis des années. En fait, moi je veux bien qu'on dise les peines planchers. Mais les peines planchers, ça a déjà existé. Est-ce que ça a changé quelque chose au chiffre de la délinquance? Vous avez vu Audrey Pulvar qui, par exemple, vous accuse directement, très clairement, de courir derrière le Rassemblement national. En disant qu'il ne fallait pas être à cette conversation, je ne crois pas qu'elle ait dit ça. C'est précisément ce qu'elle a dit. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Et donc, moi, ce que je vous dis, la raison pour laquelle j'étais à cette manifestation, c'était que je voulais manifester en direction d'une profession qui est une profession qui est en deuil et qui est parfois aussi en souffrance. Je voulais leur dire... Je suis prêt à vous entendre. Je veux ouvrir un dialogue avec vous, mais pas sur n'importe quelle base. Je n'ai jamais acquiescé aux revendications qui sont portées notamment par le syndicat Alliance. Je n'ai jamais considéré que le problème de la police, c'est la justice. C'est une folie que de le dire.
Mais Olivier est-ce que Faure, ça veut on dire pour comprend autant bien qu'il y a qu'on un ne peut pas malaise considérer... à gauche quand vous évoquez les questions de sécurité? D'ailleurs, vous allez vous réunir demain encore avec la gauche. On va voir dans quelle mesure ça participe au débat ou aux divergences. Mais les Insoumis ont dit pas question d'y aller, c'est cautionner des factieux. Yannick Jadot y est allé, il se fait critiquer dans son parti. Vous exprimez une proposition, tout le monde vous tombe dessus. Il y a quand même une difficulté à gauche à évoquer ce sujet qui fait consensus national. Si tous les partis, beaucoup ont voulu venir, c'est parce qu'ils comprennent que pour les Français, c'est un problème important. À gauche, c'est difficile d'en parler. Non, vous ne reconnaissez pas. La preuve, c'est que j'en parle. La preuve, c'est que j'en parle et que je pense que de manière très majoritaire, les gens qui aujourd'hui votent à gauche sont conscients des difficultés que rencontre la police, que rencontre la justice, et ils voudraient un fonctionnement qui soit plus fluide, qui permette de faire en sorte que on aille vers plus d'efficacité et plus de protection. Donc là-dessus, je pense qu'il y a un très large consensus. Moi, je n'ai pas critiqué ceux qui ne venaient pas à la manifestation. J'ai fait un autre choix parce que je voulais, dans un moment qui est un moment très particulier, où les policiers ont coup sur coup dû subir en fait deux deuils, eh bien leur dire oui, nous avons compris, oui, nous savons que votre métier est un métier compliqué. Et dans cette manifestation, j'ai parlé avec les policiers qui étaient présents. J'ai pas vu des gens qui étaient hystériques, j'ai pas vu des gens qui étaient fanatisés. J'ai vu des gens qui disaient: écoutez, monsieur le député, merci d'être là aussi, parce qu'on ne veut pas être dans un face-à-face avec l'extrême droite. On ne veut pas être simplement rangé à l'extrême droite. On n'est pas... Mais ce que l'on constate, Olivier Faure, c'est que ceux avec lesquels vous voulez parler pour faire un programme commun, on va dire, pour 2022, ne pensent pas comme vous. Donc comment vous allez clarifier ces questions? Mais il y a des divergences parfois entre nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas s'être d'accord. Et on va y revenir bientôt. Ce sont des divisions, pas des divergences, des divisions profondes. Non, il y a des... On est, comme toujours en France, sur des questions symboliques. Est-ce qu'on participe ou pas à la manifestation? Est-ce que c'est bien ou mal? Et puis après, il y a la question de fond. Moi, je ne pense pas que les écologistes soient pour laisser les brigands, les terroristes dans la rue. Je ne pense pas qu'ils souhaitent que désormais, en fait, ce soit open mais bar. En tout cas, ils considéraient qu'ils ne devaient pas participer à une manifestation dite citoyenne, un rassemblement citoyen, à part Yannick Jadot, pour soutenir les policiers. Et Jean-Luc Mélenchon parle d'un fantasme sécuritaire. Il y a aujourd'hui des problèmes de sécurité. Et donc, ce que je vous dis, moi, c'est que je souhaite que la gauche, parce qu'elle est précisément celle qui va protéger les plus vulnérables, les plus faibles, et où sont les gens qui souffrent d'insécurité? Ils sont dans les quartiers, ils sont dans les quartiers populaires, hein. Ils sont à l'endroit où les gens sont pas capables, n'ont pas les moyens de se protéger, ils n'ont pas de gardiennage, ils n'ont pas de système d'alarme perfectionné, ils n'ont pas de hauts murs, ils n'ont pas de barbelés. Ils sont en fait ceux-là les plus vulnérables. Et donc c'est la raison pour laquelle la gauche ne peut pas se désintéresser de la question de la sécurité. Elle doit même être au combat sur cette question-là pour ne pas l'abandonner à l'extrême droite. Nous avons abandonné trop de combats à l'extrême droite dans le passé. Nous avons abandonné le drapeau français, la Marseillaise, puis la laïcité, puis maintenant la sécurité. Non, rien de tout cela ne n'appartient à l'extrême droite. Les Républicains, c'est nous. Ceux qui ont toujours combattu la République, c'est eux. Et c'est la raison pour laquelle nous devons impérativement nous emparer de ces sujets et considérer que sur ces sujets-là, il n'y a pas de gauche illégitime. Olivier Faure, on se retrouve dans quelques instants pour le grand rendez-vous et la suite des débats et des questions difficiles. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Envie de parier sur le sport? Profitez du bonus de bienvenue Winamax. Avec en moyenne plus de 50 paris possibles par match, Winamax est le site idéal pour débuter. En live, sur tablette ou mobile, vous êtes sûr de profiter des meilleures cotes du marché. Winamax, les meilleures cotes. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. T'as vu, nos voisins ont été cambriolés. Tu connais un réseau de serrurerie agréé pour nous poser une porte blindée? Point fort fiché. Et jusqu'au 29 mai, c'est le mois de la sécurité dans les 220 magasins Point fort fiché. Regarde, on peut profiter de remises jusqu'à 700 €. Porte, fenêtre, garage, volet, portail, alarme. On va sécuriser toute la maison. C'est parfait. Voir conditions en magasin et sur fichet-pointfort.com. Point fort Fichet, nous protégeons ce que vous avez de plus cher. Le tourbillon d'une vie, c'est la grande biographie de Sylvie Vartan par Christian et Eric Casalo. Ce livre raconte l'histoire de ma vie. Un tourbillon de tournées, de danse, de musique, mais aussi une alternance de joie intense et de moments tristes. En le lisant, j'ai compris à quel point ma vie de femme et ma vie d'artiste étaient liées.
Sylvie Vartan, Le tourbillon d'une vie, un livre XO. Avec l'arrivée des beaux jours, venez découvrir sur manomano.fr tout un tas de machines pour couper l'herbe, les petits arbres ou même les gros arbres. Et si après ça vous avez trop coupé, nous proposons également tout un tas de machins pour replanter. Mano. C'est tout de suite plus facile avec manomano.fr. Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire. Sur Amazon, des prix bas où vous voulez, quand vous voulez. En plein massage des pieds, c'est un super prix. Oh, ça chatouille. Pendant un gommage, c'est un super prix. Ou même en vous faisant épiler, c'est vraiment un super prix. Amazon, des prix bas où vous voulez, quand vous voulez. Abri Sud. Le bonheur plein sud. Ouais, Claire, j'avoue, j'ai eu le coup de cœur. Il est beau, discret. Avec les enfants, on se sent beaucoup plus en sécurité. Coucou, amour. Tu parlais de moi, là? Bah non, de notre volet de piscine Abri Sud. Oh, t'es jaloux? Abri Sud. Le bonheur plein sud. Leclerc. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé sur ton chemisier? Oui, je sais, je me suis tachée au déjeuner. Faut que je t'achète un bavoir. Carrément. Ou sinon, du 18 au 29 mai, la boîte de lessive en capsule Skip 3 en 1 est à moitié prix. 4,24 € les 26 lavages. Ah oui, 6,04 € le kilo. Et 16 centimes la capsule. On va peut-être pouvoir éviter le bavoir du coup. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Produits irritants et dangereux. Respectez les précautions d'emploi. Modalités, magasins et drive participants sur www.e.leclerc. Chaque jour, des millions d'autres louent leur logement sur Airbnb. Comme François, qui vit près de Cassis. Bonjour, je m'appelle François et je suis hôte sur Airbnb. Je loue une cabane dans les arbres à Cassis. C'est un complément de revenus qui m'a permis d'entretenir ma maison. Quel que soit votre logement, un gîte, une maison de vacances ou un studio libre de temps en temps, il pourrait vous offrir de nouvelles opportunités. Rendez-vous sur airbnb.fr/hôte pour découvrir ce que votre logement peut faire pour vous. 10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews. Nicolas Barré, Yohann Usaï, Michael Darmon. Et Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste. Question Yohann Usaï. Oui, Olivier Faure, puisque le conflit israélo-palestinien ressurgit avec violence depuis une dizaine de jours maintenant. Les analystes mettent en avant une impasse due à la dimension religieuse que prend ce conflit. Quelle est l'analyse que fait le Parti Socialiste de cette situation? Est-ce que selon vous, on est vraiment dans une impasse? On est dans un drame récurrent depuis l'échec des accords d'Oslo. Et depuis, nous avons malheureusement une situation qui s'enquiste avec des forces qui se font face et qui, ne voulant lâcher ni les unes ni les autres, se condamnent à un conflit sans fin. Et donc, moi, je continue à plaider, comme François Mitterrand, il y a fort longtemps, quand il était venu devant la Knesset, pour une solution à deux États. Pour que Israéliens et Palestiniens puissent se reconnaître mutuellement et faire en sorte que ces peuples qui ont vocation à vivre en paix puissent vivre en paix. Là, c'est un conflit face au Hamas, Olivier Faure. Les manifestations de tous ces gens qui sont en Israël, pour vous, palestiniens, arabes. Est-ce que le Hamas est un partenaire pour la paix comme l'OLP, le Fatah l'a été? Est-ce que c'est le Hamas pour vous peut-être un partenaire? Vous dites chacun doit lâcher. Il y a eu des accords d'Oslo. Est-ce que vous imaginez que l'organisation Hamas soit un jour, on puisse être un partenaire pour la paix, comme l'a été un jour Yasser Arafat? Je ne suis pas... Enfin, je sais ce qu'est le Hamas. Je sais aussi... c'est quoi? Vous le qualifieriez comment, le Hamas? Terroriste. Je sais ce que fut aussi l'OLP. Je sais que grâce à Yasser Arafat, il y avait eu une évolution, qu'il avait accepté de reconnaître l'existence d'Israël, et que c'était la seule façon d'avancer. Et donc, je souhaite aujourd'hui qu'on ait des organisations qui fassent l'effort de penser qu'elles ne pourront pas... Enfin, je le dis, je ne suis pas dupe non plus. Je sais très bien que ces organisations n'ont pas l'envie de le faire. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a des peuples qui souffrent. Il y a des enfants qui continuent à être élevés dans la haine du voisin. Ouais. Et que cette situation-là ne peut pas durer éternellement. Il faudra bien que ça bouge. Le Hamas, la pression que nous devons mettre, nous, Européens, Américains, cette pression que nous devons mettre sur les uns et sur les autres, c'est effectivement une pression qui permet d'arriver à une solution qui pérennise une situation de paix. Nicolas Barré. Le Hamas, vous l'avez dit d'ailleurs, est considéré comme une organisation terroriste. Elle l'est par l'Union européenne, par les États-Unis, etc.
Et pourtant, c'est un mouvement qui peut rencontrer une certaine sympathie, parfois en France, dans certains milieux. Est-ce que vous le constatez, le déplorez, le comprenez ? Mais je n'ai aucune sympathie pour le Hamas. Je ne vois pas pourquoi il faudrait d'un seul coup prendre fait et cause pour une organisation terroriste et qui utilise la violence pour se faire entendre. Je préférerais très largement que les Palestiniens, qui ne sont pas tous derrière le Hamas, fassent le choix, au contraire, de tendre la main, et que les Israéliens en fassent aussi le choix d'un gouvernement qui ne soit pas un gouvernement tenu par l'extrême droite, et qui ne fasse pas le choix non plus de la violence parfois aveugle. Mais vous exigez plus de démocratie de la part des Palestiniens ? Pourquoi on n'entend pas finalement les Européens qui déversent des millions d'euros d'aide sur l'autorité palestinienne, exiger plus de transparence, plus de démocratie, moins de corruption, plus, de construction d'une société civile? Mais, Michael Darmon, les Européens, vous avez raison, sont des très gros contributeurs, notamment auprès de l'autorité palestinienne. Mais ils sont aussi des alliés historiques de l'État d'Israël. Et donc nous devons peser à la fois sur le gouvernement israélien pour que soit mis un terme à la colonisation, et face à cela, faire en sorte aussi de peser sur les Palestiniens pour qu'ils reconnaissent toutes et tous l'État d'Israël et qu'on se dirige... Là, vous parlez à la gauche en parlant comme ça, en fait, en disant colonisation, palestinien. Mais je vous savez que vous parlez aux sympathisants également qui ont défilé cette semaine et qui parfois ont fait la confusion entre soutien au Hamas et soutien à un État palestinien qui, au fond, n'est même pas réclamé. Mais moi, je ne fais aucune confusion, Michael Darmon. Aucune. Je dis simplement que on sait bien que, y compris les organisations terroristes, prospèrent sur un terreau qui leur est parfois facilité. Quand la colonisation est évidemment un élément qui est un élément constitutif, enfin en tout cas qui est un élément qui est le terreau sur lequel pousse en fait le Hamas, parce que ils peuvent utiliser cette colère légitime pour ensuite la diriger vers des formes violentes. Et donc c'est la raison pour laquelle, au-delà du fait que cette colonisation n'est pas reconnue par qui que ce soit, qui est même réprouvée par toutes les organisations internationales, et en même temps, il faut qu'on puisse avoir ce discours d'équilibre et faire en sorte d'avancer vers une solution pour terminer pacifique. sur ce sujet et justement voir comment ça peut impacter les discussions à gauche. Qu'est-ce que vous pensez du fait que de nombre de pays arabes qui ont signé la paix avec Israël récemment, mais durant tous ces jours-ci, n'ont pas vraiment bougé, n'ont pas protesté, ont même soutenu en sous-main la position de l'État d'Israël? Est-ce que ça vous fait pas penser que peut-être il y a une évolution géopolitique que l'Europe est en train de rater? Ce qui est certain, c'est que dans cette partie du monde, il y a parfois des doubles jeux qui sont peut-être aujourd'hui plus apparents, mais moi je ne voudrais pas que la cause palestinienne serve en fait au pire, et je préférerais que dans cette partie du monde, on en vienne à une solution pacifique, négociée, pérenne, qui permette enfin à tout le monde de respirer. Négocier avec le Hamas précisément, puisque vous avez dit groupe terroriste, on le sait, mais est-ce qu'une solution pour la paix passe forcément par un dialogue avec le Hamas? Quand on cherche la paix, on la cherche avec ses ennemis. Ça suppose que ses ennemis auparavant fassent évidemment le pas de reconnaître le droit à l'existence d'Israël. Tant qu'il n'y aura pas de cette reconnaissance, ce sera très difficile de dialoguer. Mais encore une fois, je vous dis, il y a de part et d'autre des gestes à accomplir pour permettre d'engager ce dialogue et ensuite d'avancer. C'était le cas à Oslo. Depuis Oslo, je regrette, mais ça n'a jamais été le cas. Justement, on a consacré quelques minutes à cela parce que demain, il y a une réunion importante et ça peut faire partie de vos discussions. Oui, voilà, ce sujet qui est éminemment clivant, ça peut perturber les discussions à gauche que vous allez avoir à partir de demain. Je ne crois pas. Je crois que, en fait, vous n'êtes pas tous sur la même ligne à gauche. Je ne sais pas. En fait, moi, je ne suis pas là pour vous dire... Moi, c'est simple, on va revenir sur la question de la gauche. Moi, j'ai des positions sur lesquelles je m'avance et sur lesquelles je ne transige pas. Je suis pour un État d'Israël qui puisse vivre en sécurité. Je suis aussi pour qu'il y ait un État palestinien. S'il y a des gens qui pensent autrement, eh bien, nous ne pourrons pas faire accord. Mais je pense que ce que je viens de dire là est très largement partagé par la gauche. Voilà. Comment se déroule la réunion demain? Il y aura une photo de famille à nouveau ou c'est chacun de son côté?
Alors, ce sera avec les moyens technologiques, donc à distance. Ce sera distanciel, comme on dit maintenant. Et donc, nous aurons l'occasion à cette étape d'un moment très intéressant. Le 17 avril, c'était une réunion entre les partis politiques de la gauche. Demain, ce sera très différent. Nous serons à l'écoute des plateformes citoyennes qui, elles aussi, ont envie de changement. Parce que la question, ça n'est pas simplement une question d'appareil, de gens qui voudraient ensemble construire... C'est pour ça que vous n'avez pas convié à nouveau les ténors, ou c'est parce qu'ils ne voulaient pas venir une seconde fois? Je ne sais pas ce que vous appelez les ténors, mais moi, Jean-Luc Mélenchon ne sera pas là, il sera représenté. Il n'y aura pas tous les leaders. Il n'y aura pas tous les leaders demain. Mais Jean-Luc Mélenchon a déjà dit, de manière assez claire, qu'il avait une intention. Il n'avait aucune intention de participer à un processus de construction en commun. Donc, laissez Jean-Luc Mélenchon à ses propres propos et à il n'y a pas que lui. Sa propre organisation. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a des gens qui, nombreux, pour ne pas dire très majoritaires à gauche, qui souhaitent le rassemblement, qui souhaitent le faire sur des bases qui soient des bases les plus claires possibles. Est-ce qu'on sera en accord sur tous les sujets? Non. Est-ce qu'il y aura des divergences qui subsisteront? Oui, comme il en existe dans tous les partis et comme il en existe à droite, etc. Mais simplement, est-ce qu'on est capable de se mettre d'accord sur une plateforme qui soit une plateforme commune qui permette de changer dans les prochaines années la vie des Françaises et des Français? Mais Olivier Faure, on a le sentiment pour l'instant, oui. Mais on a le sentiment quand même que pour l'instant votre slogan c'est un pour tous et tous derrière moi. Chacun veut être celui qui représente l'union. À quel moment il faudra lâcher? Quand on voit que déjà les candidats sont en train de défiler. Il faudra à la fin qu'il y ait un candidat commun ou une candidate commune. C'est quand la fin? La fin, ce sera à la fin de l'année, c'est-à-dire au moment où la campagne présidentielle elle-même va démarrer. Mais avant cette échéance, il n'est pas illogique que les écologistes revendiquent d'avoir le chef de file et que les socialistes le revendiquent aussi et que d'autres le revendiquent par ailleurs. Ça ne me gêne pas. Simplement, il faut qu'on s'accorde sur l'idée qu'à la fin, il en faudra une ou un. On se retrouve pour continuer à en parler. À tout de suite. Europe 1 soutient l'agriculture française. Et les annonceurs qui vont suivre s'engagent eux aussi aux côtés de nos agriculteurs. Parce qu'on travaille main dans la main avec eux, chez le primeur de Grand Frais, on connaît vraiment nos producteurs partenaires. Il y a Franck, Arnaud, Emmanuel ou Thierry, producteur de légumes en Provence. Le primeur des Grands Frais, quand c'est le moment de la récolte, je les fais venir, on sort l'opinel et on goûte. Celle-là, elle n'est pas assez goûteuse, celle-là, elle est trop ferme, elle manque de souplesse. Et eux participent avec nous à choisir leur variété. Et on fait ce bout de chemin depuis une dizaine d'années. Moi, c'est eux qui m'ont fait grandir, l'exploitation a grandi, parce qu'en achetant nos produits, ils ont répondu présent. Ce n'est pas 100 ni 500, ce sont plus de 1000 producteurs français partenaires avec qui nous travaillons chaque jour et bâtissons une relation de confiance. Retrouvez-nous sur grandfrais.com. T'as vu, nos voisins ont été cambriolés. Tu connais un réseau de serruriers agréé pour nous poser une porte blindée? Point fort fiché. Et jusqu'au 29 mai, c'est le mois de la sécurité dans les 220 magasins Point fort fiché. Regarde, on peut profiter de remises jusqu'à 700 €. Porte, fenêtre, garage, volet, portail, alarme. On va sécuriser toute la maison. C'est parfait. Voir conditions en magasin et sur fichet-pointfort.com. Point fort fichet, nous protégeons ce que vous avez de plus cher. La paire. Pour Héloïse, ce qui compte dans une salle de bain, c'est de pouvoir y être bien à plusieurs. Mais pour Mathias, c'est surtout d'y être bien tout seul. Waouh, t'es canon toi. Ce qui compte, c'est d'être bien chez soi. Et pour ça, vous pouvez compter sur nous. Jusqu'au 31 mai chez La Paire, profitez de moins 20% sur une sélection de meubles de salle de bain. La Paire, la qualité réservée à tous. Conditions sur lapaire.fr. Douleurs articulaires ou musculaires, mal de dos, mal de genoux, le roller pur essentiel, articulations et muscles réduit immédiatement et durablement la douleur grâce à sa bille massante et ses 14 huiles essentielles 100% naturelles. C'est cliniquement prouvé. Dispositif médical en pharmacie et parapharmacie. Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur. Nouveau, découvrez le roller pur Hit, à l'effet chauffant intense pour apaiser raideur et tension. Besoin d'aide pour votre déclaration de revenus? Les experts comptables vous proposent des consultations gratuites du 25 au 28 mai de 9h à 18h et jusqu'à 21h les 25 et 27 mai en appelant le numéro vert 08000 65432. Retrouvez aussi toutes les nouveautés fiscales et les questions les plus posées sur allo-impôt.fr avec Europe 1. Leclerc. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé sur ton chemisier? Oui, je sais, je me suis tachée au déjeuner. Faut que je t'achète un bavoir. Carrément. Ou sinon, du 18 au 29 mai, la boîte de lessive en capsule Skip 3 en 1 est à moitié prix. 4,24 € les 26 lavages. Ah oui, 6,04 € le kilo. Et 16 centimes la capsule. On va peut-être pouvoir éviter le bavoir du coup.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Produits irritants et dangereux. Respectez les précautions d'emploi. Modalités, magasins et drive participants sur www.e.leclerc. Encore plus d'espace, plus de lumière? Choisissez Rénoval, la référence des vérandas sur mesure. Et la TVA est offerte. Conditions magasin. Rénoval. Véranda, pergola, abri de piscine. 10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews. Nicolas Barré, Yohann Usaï, Michael Darmon. Et on retrouve Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste. Il démontre effectivement que l'Union reste toujours un combat du côté du PS. D'ailleurs, c'est un peu une question quand on circule un peu dans les couloirs du Parti Socialiste. Beaucoup se posent la question en disant mais toutes ces décisions, comment seront-elles validées? Elles ne sont pas en interne. On attend un congrès. Est-ce qu'il y aura un congrès? Comment ce processus de départage traditionnel au Parti Socialiste va-t-il se faire? Est-ce que vous allez tenir un congrès et quand? Il y aura un congrès en septembre. Et l'évidence, c'est que dans un parti comme le nôtre, qui est un parti... Parce que beaucoup ne savent pas, même au Parti Socialiste, quand on pose la question, on dit on ne sait pas, il ne veut pas nous dire. Je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Il y a eu plusieurs bureaux nationaux où cette question a été évoquée, où j'étais extrêmement clair. Et donc, oui, bien sûr, il y aura à la rentrée prochaine, même pour tout vous dire, puisque vous vous intéressez une seconde aux arcanes du Parti Socialiste, ça fait 1 an que je souhaite tenir un congrès. Mais malheureusement, la crise sanitaire n'a pas permis de le tenir. Et donc, évidemment, je tiens à avoir un mandat clair de la part des militantes et des militants pour pouvoir avancer dans cette année décisive. Alors, parlons maintenant des élections régionales avec un sondage IFOP pour le JDD qui place Valérie Pécresse à 33% d'intention de vote en Ile-de-France. La liste menée par Audrey Pulvar est à 10%, à égalité avec celle de la France Insoumise. Est-ce que vous pourriez envisager une fusion de ces deux listes ? Il y a 3 listes à gauche, même 4, et en fait, vous avez donc 3 fois 10 en gros, 11 pour ce sondage de ce matin pour Europe Écologie Les Verts, et puis 2 fois 10, ça fait 31. Ça veut dire que la victoire au second tour, elle est possible. Donc il faut vous appeler à une alliance au second tour. Ça veut dire qu'au second tour, il faudra un accord de toutes ces forces et que nous puissions faire en sorte d'aller chercher la victoire dans une région qui n'est pas une région. Et c'est là où les sujets qu'on a évoqués, Olivier Faure, reprennent une autre dimension. Les Insoumis ont dit on ne va pas à la manif qui soutient les policiers parce que c'est anti-police. Audrey Pulvar dit on y va. Non. Vous voyez, vous allez faire comment? On est en train de parler d'une élection régionale. Oui, mais bien sûr. Vous allez m'expliquer que le conflit israélo-palestinien... Non, je parlais de la sécurité. Non, mais Antoine, la question de sécurité. Même la question de la sécurité. En Ile-de-France, c'est juste prépondérante quand même. Oui, sauf qu'il n'y a absolument pas de la compétence des régions. Donc vous ne pouvez pas chercher à chaque fois à introduire des débats qui n'ont rien à voir. Et donc je pense que sur les transports, je pense que sur la question de l'éducation dans les lycées, je pense que sur le transport scolaire, une base d'accord avec la France Insoumise. Je pense que sur la transition écologique, oui, sur une base régionale, on peut trouver un accord. Autrement, c'est à désespérer. Olivier Faure, 10% pour la candidate du Parti Socialiste au premier tour, alors qu'il n'y a pas si longtemps, cette région, l'Île-de-France, était dirigée par les socialistes précisément. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que le Parti Socialiste n'est plus que l'ombre de lui-même, ou là, c'est la candidate Audrey Pulvar qui a une responsabilité particulière dans ce score extrêmement faible? Mais, je sais pas, moi je ne découvre pas la Lune. En fait, ça fait quelques années quand même que le Parti Socialiste a malheureusement souffert d'un choc sévère. Et je me souviens que en 2017, il n'y avait ni la force ni l'union. Aujourd'hui, nous reprenons des forces progressivement. Les municipales. C'est pas ce que montrent les sondages. Je sais pas, mais quand on avait des sondages qui vous mettent dans cette région-là peut-être à 10, mais il y a des régions où on est à 25, il y a des régions... Donc, cessez de toujours focaliser sur la seule Île-de-France. Il y a aujourd'hui une campagne qui est difficile parce que c'est une campagne qui se met dans des conditions sanitaires qui sont celles que vous connaissez. Où la campagne démarre. Est-ce qu'elle fait une bonne campagne? Oui, elle fait une bonne campagne. Et donc, vous avez maintenant un sujet qui va être au cours des prochaines semaines. Permettre aux Françaises et aux Français qui ne sont pas encore rentrés dans cette élection d'y rentrer et de comprendre quels sont les enjeux. Et moi, ce que je crois, c'est que Audrey Pulvar a toute capacité et tous les talents pour être
à la fin de ce premier tour, en tête et permettre écoutez d'avoir la question de Nicolas Barré à ce propos. Il y a quand même un sujet en Ile-de-France parce que vous avez vu que le maire socialiste de Pantin, Bertrand Kern, en Seine-Saint-Denis, il devait prendre la tête de liste dans ce département qui est le plus à gauche, le plus peuplé d'Île-de-France après Paris. Il a claqué la porte en parlant de perte de confiance par rapport à Audrey Pulvar, de désaccord stratégique. Est-ce qu'il y a un problème avec votre tête de liste ? Vous avez, je vais pas, vraiment, là on entre vraiment dans la cuisine, mais il était en désaccord avec Audrey Pulvar sur une question de place sur la liste. Ça arrive dans toutes les listes, et quand vous devez faire des choix, croyez-moi, sur toutes les listes de France, il y a eu des désaccords, et parfois il y a des gens qui sont contents, mécontents, mais évidemment, donc comme vous n'avez pas 500 000 places à maintenez votre confiance dans la tête de liste socialiste de l'Île-de-France. J'ai totale confiance dans ce que fait Audrey Pulvar, dans le projet qu'elle porte en Île-de-France, comme j'ai confiance dans l'ensemble des candidats qui ont été choisis par nous et qui mènent une bataille difficile dans les conditions. Autre question, Olivier Faure, toujours ce qui sera important dans ces élections régionales. Dans la région sud, il y a aujourd'hui sur le papier donc une possibilité pour que la liste RN menée par Thierry Mariani l'emporte et puisse présider la région. Est-ce qu'il faut se retirer et faire un front républicain pour empêcher Thierry Mariani de prendre la région sud, comme par exemple le dit Anne Hidalgo ce matin chez nos confrères, donc au forum de Radio J, elle dit qu'il faut absolument un front républicain pour l'élection régionale. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je suis dans le parti dans lequel vous ne trouverez à aucun moment de notre histoire une prise en défaut sur le combat contre l'extrême droite. Et donc, cette question-là, vous pouvez la poser, par exemple, à M. Muselier. Parce que si la gauche était devant, en fait, M. Muselier, que ferait-il ? Ça m'intéresserait de le savoir. Mais en Bourgogne-Franche-Comté, c'est pas du tout ce que disent les sondages. De ne pas répondre en même temps. Non, en Bourgogne-Franche-Comté, les sondages disent exactement l'inverse. J'aimerais qu'on pose la question aussi à la droite et qu'on lui demande si elle est prête à Votre sens de l'esquive fait que vous ne répondez quand même pas à cette question. Je n'ai pas esquivé. Je vous ai dit les choses. Je vous ai dit, je dirige aujourd'hui un parti qui n'a jamais été pris en défaut sur le barrage républicain. Donc, il n'y a aucune raison de penser que demain, nous pourrions être mis en défaut. Et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Simplement, nous sommes au premier tour. Et donc, au premier tour, on fait le choix de faire le maximum et faire entendre une voix différente. Et là où vous pourriez peut-être interroger à la fois la droite sur ce qu'elle pourrait faire au second tour et Jean-Luc Mélenchon sur ses choix aussi au premier tour, parce qu'on ne peut pas expliquer qu'on est nulle part. Oui, il y a des choix à faire. Et donc, au premier tour comme au second tour dans cette région, il faudra dire où chacun se trouve. Anne Hidalgo, dans le Figaro, disait cette semaine, la présidentielle commence en février. Ça veut dire que d'ici là, il n'y aura pas de candidat socialiste désigné ? Il faudra attendre février ? Elle a raison de dire qu'une campagne électorale présidentielle, ça commence souvent plutôt en février. Mais avec déjà une candidate ou un candidat qui est prêt, qui s'est préparé. Donc la question, effectivement, quand est-ce qu'il y aura une désignation ? Ça, vous l'avez compris depuis le début. Je pense être assez constant sur le sujet. Je pense qu'il faut trouver un processus qui permette d'aboutir à une candidature commune. Ça devra se faire plus tôt que février, mais c'est effectivement plutôt en janvier ou en février que la commune. Mais commune entre qui et qui ? Parce que Fabien Roussel est candidat, Jean-Luc Mélenchon est candidat. Commune entre qui et qui ? Entre les écologistes et les socialistes, en fait. Pas seulement, il y aura d'autres formations politiques qui peuvent s'y adjoindre, et nous avons commencé à discuter et à chercher à bâtir ensemble. Il est possible qu'il n'y ait pas de candidat PS, c'est possible très rapidement. Mais je ne répondrai pas comme ça. Je dirais qu'il faut une candidature commune, et cette candidature commune doit être celle non pas d'un socialiste ou d'un écologiste, mais de quelqu'un qui incarne ce bloc commun, ce bloc social, écologique, républicain, démocratique, féministe, bref, qui soit capable de porter une identité collective. À force de toujours ramener les gens à leur identité première, eh bien, on finit par se ratiociner. Il faut être en situation de rassembler large. C'est la leçon qui fut celle de François Mitterrand, qui a cherché toute sa vie durant, qui a cherché l'unité de la gauche, qui a cherché le rassemblement, et qui disait il faut être unitaire pour un, pour deux, pour trois, pour tous. Et il disait aussi, un seul programme, prendre le pouvoir. C'était donc le grand rendez-vous d'Olivier Faure. Merci, à très bientôt. Merci à vous. Europe 1.